Des clowns avec des sociologues, des graphistes avec des neuroscientifiques, des roboticiennes avec des poètes, bienvenue dans le monde merveilleux des arts et des sciences. C'est le thème du jour de Sans Réserve. Bonjour à toutes et à tous. Et pour nous accompagner et nous éclairer aujourd'hui, Marie Vauzel et Marina Léonard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Marie, auteure, comédienne et metteuse en scène, tu es à Toulouse pour une première semaine de résidence au LAS, le laboratoire d'analyse d'architecture des systèmes. Nous en parlerons dans quelques instants. Marina, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous nous connaissons bien, on va pas le cacher. Tu es responsable de la programmation au Quai des Savoirs et tu nous diras pourquoi et comment toi et tes équipes portaient des projets au croisement entre art, sciences et société. Avec plaisir. Et bien évidemment à mes côtés, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mariette nous parlera d'un dispositif de médiation sonore et Lauriane de l'association Passerelle, Art, Sciences et Technologie. Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs, c'est parti. Alors le sujet art-science, même s'il n'est pas nouveau, reste encore pour beaucoup d'entre nous assez flou. De quoi parle-t-on ? D'art comme outil pour parler des sciences, de l'inverse, des sciences qui nourrissent l'art, ou un vrai mariage, une fusion ? Marie, toi qui es artiste, peux-tu nous éclairer ? C'est quoi ton rapport aux sciences ? Alors c'est très subjectif, je pense que ça n'est pas forcément exemplaire de l'ensemble du champ de l'art-science. Moi j'ai une formation de philosophie avant de faire du théâtre et j'ai retrouvé les sciences que je boudais un peu à l'école et au lycée par la philosophie des sciences et les questions plus profondes de qu'est-ce que la vérité, sur quoi s'appuie comme présupposé la science, qu'est-ce que c'est que la science. Donc ce sont des questions que j'ai croisées dans ma vie. Et qui te nourrissaient dans ton travail de metteuse en scène ? Oui, de metteur en scène, je n'ai jamais travaillé la science comme sujet. C'est comme sujet que de recherche. Par contre, ça fait plusieurs années dans mon travail que je l'ai intégré formellement, c'est-à-dire mon théâtre est un théâtre où il y a de la vidéo interactive, des dispositifs interactifs. Donc la science, comme technique. Voilà, c'était c'est ça ton usage. Exactement. Et aujourd'hui, alors comment toi, donc comédienne aussi, metteuse en scène, tu te retrouves à travailler avec des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle ? Ah oui, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Alors... c'est grâce au Quai des Savoirs, faut bien le dire. C'est grâce au fait qu'on m'a invité au GAES, donc le groupe Marina et le moi, groupement artistique d'exploration scientifique. Voilà, sur l'intelligence artificielle. Donc on a eu 2 sessions de travail et j'avais l'impression d'être une petite fille de 3-4 ans qui découvre un univers merveilleux et caché, comme si j'avais le droit d'entrer quelque part. Alors je te coupe, Marina, ce groupement de travail, tu peux nous en dire 2 mots en fait, ça rassemble des chercheurs et des artistes, c'est Exactement, l'idée de base, c'est une idée partagée avec les collègues de Grenoble, l'atelier Art Sciences de Grenoble et l'Hexagone de Mélan, avec cette idée que sur l'intelligence artificielle, il y a plein de choses, mais souvent des regards assez dystopiques et finalement une connaissance assez faible, assez réduite, parce qu'on n'a pas accès au labo ni aux data qui sortent de là-dedans. Et du coup, c'est difficile pour les artistes de s'approprier ce sujet, peut-être d'avoir un autre regard là-dessus. Donc on s'est dit, essayons de créer autre chose, une autre passerelle, simplement, en faisant des espèces de petites promotions, on va dire, donc une promotion d'une 12aine d'artistes, une promotion d'une 12aine de scientifiques, à moitié à Grenoble, à moitié à Toulouse. Et puis, on va à la rencontre de ces scientifiques qui vont présenter leurs travaux de recherche et inversement, les artistes vont parler de leurs travaux aussi de création. Et puis, de là naissent parfois des très belles aventures, comme l'aventure de Marie qui a démarré cette semaine. Oui, donc c'est ça. Donc Marie, tu disais, je me suis retrouvée comme une enfant. Donc c'est-à-dire, tu as écouté avec attention les chercheurs qui présentaient leurs travaux, c'est ça, et tu as eu un déclic ? Oui, c'est ça. En fait, j'avais, à la différence peut-être d'autres artistes dont tu parleras, moi j'avais une grande ignorance de ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qui était finalement pas mal parce que j'avais pas un pseudo-savoir ou des préjugés ou des a priori. Donc j'ai découvert un monde et j'avais plein de questions et je trouve en plus que l'intelligence artificielle cristallise des questions aiguës, éthiques, techniques, de la société aujourd'hui et de ce qu'on veut qu'elle devienne. Donc ce croisement entre des individus évidemment
qui m'ont touchée ou émue dans leurs recherches. Un peu, pour moi, ce sont décisifs, c'est-à-dire que je découvre qu'en fait, ce qu'on croit être très abouti est en fait au balbutiement. Un robot a du mal à marcher sur ses deux pieds. Et donc, ça fait 30 ans que des hommes essayent de faire des choses toutes petites comme ça, faire marcher un robot sur ses deux pieds. Et ça, c'est assez fascinant. On n'y est pas encore au robot qui prend le contrôle et qui... Alors que la plupart des gens le croient. Tout à fait. La question du lien entre artistes et chercheurs, elle n'est pas nouvelle. Et je vous propose d'écouter ce qu'en disait Bruno Latour, scientifique, philosophe, penseur, à qui nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui. Si on parle en termes de compétences et de métiers, c'est évidemment différent. Si on parle en termes de capacité de fiction, c'est très proche. Deleuze avait très bien montré dans Qu'est-ce que la philosophie que la différence vraiment fondamentale entre fiction et art, ce qu'il appelait, il avait des termes pour ça, mais disons, prenons art et science, c'était dans cette capacité que l'art a de produire des êtres de fiction et la science, sa capacité à les ramener. Alors le point commun pour Bruno Latour, c'est donc la fiction, et si j'interprète bien, je dirais même que tout se joue au niveau de la confrontation entre projection, prospective, et réalité. Marina, est-ce que c'est bien ça qu'il est question dans les projets que tu mènes, que vous menez au Quai des Savoirs, des questions de la projection, de la prospective, etc. Effectivement, souvent c'est la zone de convergence qu'on va retrouver, parce que souvent les milieux... se parlent ou pas. Il y a certains labos qui ont l'habitude d'ouvrir leurs portes à des scientifiques ou des artistes et réciproquement, mais c'est pas quelque chose de systématique et c'est pas encore, effectivement, comme tu le disais en introduction, quelque chose de si connu, de si diversifié, si ouvert et si ouvert au public, au sens très large du terme. Et c'est vrai que finalement, cette idée de rencontre, de se projeter ensemble, de concevoir ensemble, de mettre en commun des processus de création, des façons de rechercher finalement, même d'avoir un regard commun sur un même sujet, finalement, on voit qu'il apparaît souvent, que ce soit en robotique et en danse, que ce soit en théâtre et en IA, que ce soit en philosophie, voilà, il y a d'autres arts, oui. Et c'est vrai que ces espèces de rencontres un peu hybrides, on voit effectivement souvent ce regard très prospectif sur le sujet, qui est le fondement du travail des scientifiques, puisqu'ils travaillent là-dessus, justement, pour beaucoup, sur les innovations de demain, sur les technologies de demain, sur la médecine de demain, sur les choses comme ça. Donc tout ce qui est dans ces laboratoires, ce qu'on essaie de faire toucher du doigt au niveau du Quai des Savoirs, c'est aussi ce que font les artistes à travers leur travail de création. Donc forcément, la mayonnaise peut très très bien prendre. Et alors c'est quelque chose qui est en plein essor, l'art-science, dans le domaine notamment de la culture scientifique et technique, mais c'est pas systématique, il y a pas ça partout. Alors, pourquoi un établissement comme le Quai, pourquoi un établissement de culture, de diffusion de la culture scientifique et technique se lance dans cette aventure-là depuis les prémices du projet, depuis même avant. Oui, même avant. Ouais. C'est vrai que le Quai des Savoirs, c'est un espèce d'établissement un peu hybride. On n'est pas un centre de sciences classique, on n'est pas un centre d'art non plus. On n'a pas pour objectif d'être ni l'un ni l'autre. Par contre, on est un espace de partage des savoirs. Et typiquement, on travaille, nous, sur la science qui est dans les laboratoires aujourd'hui. Donc, comment parler des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas forcément se représenter ou se figurer. Et donc, on essaie de le faire au travers de formes de médiation diverses et variées, des expositions, des rencontres, des ateliers, des événementiels. Et puis, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de nos échanges, des opportunités qu'on avait pu soit avoir, soit se créer, en rentrant dans des réseaux comme le réseau Trace, dont on parlera peut-être plus tard, la transversale des réseaux art sciences, qui a beaucoup d'artistes qui se questionnent aussi sur ces sujets-là, et que c'est aussi un autre regard sur ces sujets que nous on aborde et qui peuvent être un autre point d'entrée sur les sujets qu'on traite. Par exemple, l'IA... l'IA, voilà, oui. C'est une expo qu'on va accueillir. Exactement. Nos équipes sont en train de travailler avec Univers Science sur la conception d'une exposition pour 2024 sur cette question-là. Moi, je voudrais revenir, justement, on parle d'IA, donc revenons, Marie, à ton projet, qui en est vraiment assez balbutiement, pour reprendre tes termes, donc qui s'appelle Sonia, c'est comme ça qu'on le prononce. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet, comment t'en as eu l'idée, donc, suite au GAES, et puis de quoi il est question, quels sont tes objectifs, etc.
Alors, ils sont en train de se définir. Je suis au tout début Ouais. du balbutiement, puisque c'est la première résidence d'observation. Et j'ai vraiment envie, en plus, que ça parte de ce que je vois et non pas de mes propres Présupposés. préoccupations ou projections. Ouais. Donc, d'avoir la possibilité de complètement déplacer les choses au fur et à mesure que je découvre l'IA et ceux qui la font. Le projet de départ, c'était vraiment suite à ce GAES et à ce que j'ai trouvé de poétique dans le rapport des chercheurs aux machines et à leurs recherches et puis entre eux. Cette poésie-là d'arriver à en faire spectacle et à la partager avec le public. Donc le projet, c'est vraiment de partir des chercheurs eux-mêmes dans leur rapport à la machine, puisque aujourd'hui, ce qui m'est apparu, c'est qu'aujourd'hui, les hommes qui pour de vrai vivent au quotidien avec les IA, ce sont eux. Nous, on vit avec des fantasmes. Tu dis des hommes parce que là, en l'occurrence, tu travailles que avec des chercheurs, c'est ça? Alors, il se trouve que en robotique. Alors, là aujourd'hui, je vais voir une femme. Je suis très heureuse. Il se trouve qu'en robotique, et ils en sont bien malheureux. Donc, parce que là, je suis spécifiquement dans un laboratoire qui implémente de l'IA dans des robots. Il se trouve que ce sont des hommes. Voilà. Ils ont beaucoup de. Alors, par contre, il y a des femmes, et là, ça m'intéresse beaucoup, majoritairement dans les études qui étudient les interactions de l'humain avec le robot. Donc, ça m'aurait peut-être une étude à faire là-dessus, sociologique. Mais donc, bon, voilà, c'est peut-être pour ça que je dis des hommes, parce que c'est vrai que ça fait une semaine que je vis avec des hommes. Et en tout cas, tu t'imprègnes aujourd'hui de leur questionnement, de leur méthode de travail, de leur façon de faire. Et tu observes aussi le lien à la machine déjà ou pas? T'es déjà oui, dans ce... oui. Ouais. Ben, la première fois, je crois que c'était ils aimeraient pas que je le répète, c'était au GAES. Je me souviens d'un des chercheurs qui nous expliquait justement à quel point la machine n'est pas un être humain et on doit essayer de travailler à ne pas projeter nos propres émotions, enfin voilà, parce que tout de suite on le fait spontanément, même le langage, on apprend à un robot, le robot se déplace, pense, enfin voilà, le langage lui-même nous pousse à ça, et en même temps il était en train de caresser l'épaule de son robot en parlant. Et puis il y a tout un vocabulaire, on dit une volière, un nid de drone, son moteur a un nom de papillon, enfin il y a tout un vocabulaire autour qui est très animalier, qui est assez fascinant quand on l'observe justement comme Candide de l'extérieur. Eux, ils s'en rendent pas du tout compte. Mais donc c'était ce rapport complexe qui à la fois cherche vraiment à dire c'est une machine, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de sentiment, et puis de fait quelque chose de plus complexe qui appelle en nous quelque chose de très archaïque, qui est le fantasme d'une machine qui serait vivante ou qu'on arriverait à rendre vivante, qui est quand même là. Voilà, c'est l'hypothèse de départ, mais voilà. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de fiction ou réalité. Marina, tu me vois venir. C'est justement le thème du festival Lumière sur le quai 2022, qui aura lieu du 20 octobre au 6 novembre prochain à Toulouse. Est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de ce festival qui est quand même un des moments clés dans la programmation du Quai des Savoirs depuis 6 ans déjà. Exactement. Qu'est-ce donc que ce festival Lumière sur le quai? Alors ce festival Lumière sur le quai, c'est prendre une thématique et puis venir la questionner, encore une fois, avec plein d'angles d'attaque différents. Donc on va avoir plein de disciplines différentes, forcément les disciplines scientifiques, sociologie, philosophie, IA, robotique, etc. Et puis on va aussi avoir tous les autres regards qui vont venir s'allier, se rencontrer. Donc c'est typiquement un moment où on peut rencontrer ces projets de création art-science. Ça peut être aussi des projets artistiques, sans forcément une connexion à la science, mais qui vont avoir un regard sur le sujet qu'on traite, ou bien des sujets scientifiques purs. Et donc cette idée, c'est vraiment de venir proposer un parcours, notamment un parcours artistique à travers une sélection d'installations qu'on a retenues depuis le début de la saison avec l'équipe, donc ça c'était cool. Donc on a pu bosser pas mal avec tous les artistes, tous les scientifiques qui ont bossé sur ces projets-là. Il y a quelques projets aussi qui sont des créations pour le festival, donc soit c'était des projets qui étaient presque finis, soit c'est des projets même qu'on a initiés nous, avec des artistes et des scientifiques qui ont bien voulu jouer avec nous. Donc c'est vrai donc ça c'est une question sur les projets comme ça. Est-ce que c'est donc tu dis il y a des projets qui existent, d'autres il y a des commandes ou plutôt des coprods. Quelles sont les modalités en fait? Comment on fait travailler tous ces gens ensemble en fait? Alors ça a pris un peu de temps avant de trouver la bonne formule. On n'a peut-être toujours pas la bonne. Là la formule qu'on a cette année, c'est un mélange
entre un appel à projet, donc avec du coup des appels à projet au sens très large du terme, diffusés très largement avec tous nos réseaux de partenaires et puis d'artiste en artiste, d'association en association. Vous êtes open sur les formes, c'est vraiment en lien avec la thématique. Donc exactement. Cette année, fiction ou réalité. Fiction réalité en lien avec des questions quand même esprit critique, éducation aux médias, etc. On est sur la clôture de la grande expo, donc c'est un vaste champ qui s'ouvre à nous. Donc là, il y a l'appel à projet, il y a des repérages d'artistes qu'on a pu faire au fil de nos recherches, de nos lectures, de nos visites les uns les autres. Et puis il y a aussi des rencontres. Typiquement, là, il y a un des chercheurs du GAES de cette année où j'ai fait comme Marie, les yeux d'enfant de 3 ans, fait waouh. Et là, d'un coup, tu te dis peut-être que ce qu'il est en train de raconter avec des mots très très scientifiques, il y a peut-être une autre façon de le faire toucher du doigt. On a discuté avec lui. C'est qui ce chercheur ? Ce chercheur, c'est Ruffin van Rulen, qui est un neuroscientifique de Anity, qui nous a parlé d'images, cerveau, images IRM, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'était trop long ici, mais c'est vrai que c'était totalement fascinant. On était tous bouche bée devant ce truc-là qui ressemblait presque à de la science-fiction, mais qui était la réalité déjà. Et on s'est dit, peut-être que ça peut être intéressant de le faire toucher du doigt à nos publics du Quai des Savoirs au travers d'une exposition qu'on travaillerait avec lui, chercheur, et avec un artiste. Et on a trouvé Sylvain Saraï de Umeshu Lovers, qui est à Toulouse, qu'on connaissait déjà. On lui a dit, dis donc Sylvain, qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a dit, mais je travaille déjà avec l'IA sur certains aspects, ça m'intéresse complètement. Ils ont fait quoi concrètement ? Alors, en qu'est-ce gros, que l'idée, vous proposez ? donc là, on travaille sur un sujet qui s'appelle le prompt art, alors qui est pas mal à la mode en ce moment dans les médias. On commence à en entendre parler. C'est le principe de mettre une petite phrase comme un moteur de recherche, mais qui est en fait une IA qui va composer une image. Donc en gros, je vais mettre une phrase, la nuit étoilée de Van Gogh à Toulouse, et puis la machine dans laquelle je le rentre, que ce soit Stable Diffusion, GAN 2 ou DALI 2 ou des choses comme ça, va me créer un tableau qui va prendre tous les codes de ce que je lui demande. Donc s'il va me faire la nuit étoilée de Van Gogh à Toulouse, il va me reprendre une nuit étoilée, des codes de Toulouse, et puis à la manière de Van Gogh. Plus ma phrase est précise, plus le tableau va l'être aussi. Des fois, il se foire complètement, mais de moins en moins. Et ça ressort des choses absolument bluffantes. Et là où on a voulu parler de ça, c'est qu'effectivement, est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que c'en est pas ? C'est quoi la frontière entre les deux ? Et puis finalement, en quoi c'est peut-être juste un outil pour des artistes ? Et donc c'est là où on a fait travailler Sylvain et Ruffin, qui sont venus confronter les possibilités de la machine et montrer que finalement c'est peut-être aussi simplement un outil sur lequel les artistes peuvent s'appuyer pour faire des choses qui sont assez canons. Et quelque chose de très formateur quand on échange comme ça sur des projets, c'est d'avoir des infos sur les ratés, les loupés, des exemples de choses qui ne marchent pas. Marie, je pense que c'est peut-être trop tôt. Enfin, ceci dit, si tu as déjà des retours d'expérience, tu disais quand même, tu as travaillé aussi sur des aspects un peu art-science avec des outils techniques. Marina, depuis l'expérimentation de Lumière sur le Quai et d'autres projets, j'imagine qu'il y a, de ton côté, il doit y avoir des exemples de dispositifs ratés ou de collaboration ratée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'aurais pas la prétention de le dire, mais là où on s'est raté, souvent, nous, c'est le choix des projets qu'on présente. Parce que c'est vrai qu'on n'est, encore une fois, pas un centre d'art, pas un centre de sciences. Donc, il faut poser le curseur au bon niveau pour avoir un bon contexte favorable à la découverte de l'installation, qui peut être une installation hyper exigeante, pour reprendre les termes à la mode en ce moment, ou hyper pointue, ou très spécifique. Si elle est proposée dans un bon contexte, ça fonctionnera. Si elle est proposée de manière un peu hors sol, comment est-ce que nos publics, qui ne sont pas des publics de centre d'art contemporain, s'approprient les notions, les idées que l'artiste avait envie de faire passer. Donc là, c'est toujours poser le curseur au bon endroit et puis voir comment on peut l'accompagner. Donc oui, des foirées, on en a eu où on n'avait pas assez d'accompagnement sur les installs ou pas le bon contexte de présentation. Clairement. Tu parles d'accompagnement des œuvres. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, Mariette va nous parler d'un projet sur lequel elle a travaillé et qui est justement proposé à Lumière sur le Quai cette année. Écoutons-la. Oui, alors c'est de ce constat à la nécessité d'accompagner les œuvres art-sciences de médiation qu'est née la volonté forte de compléter les cartels des installations du festival par d'autres médiations, grâce à des visites guidées notamment par des médiateurs, mais aussi via ce parcours numérique sonore qui servira également d'archive donc pour documenter nos éditions passées. Le format audio a été retenu car il cochait pas mal de cases de notre cahier des charges, à savoir une réalisation 100% en interne pour une réalisation plutôt agile, assez rapide donc, sans passer par un prestataire externe ou la création d'un énième outil donc numérique.
et éphémère. La question du matériel d'écoute, elle a été évacuée, en fait, tout simplement, par l'utilisation de la plateforme Mocha. Qui héberge nos podcasts aussi. Et oui, tout à fait. Ce qui nous permet de mettre le fichier sonore à disposition des visiteurs via un simple QR code imprimé donc sur le cartel des œuvres ou en ligne directement sur l'app du festival qui est déjà, elle, existante. Le smartphone de chacun, du coup, servira d'outil pour écouter ces pastilles sonores. Ainsi, pas de création d'une application supplémentaire dans une démarche de sobriété numérique, pas de location ou de gestion d'un matériel type audio guide, donc ce qui évite aussi également un impact énergétique supplémentaire, et sans compter la gestion logistique de tout ce qui est batterie à recharger ou encore, pour l'hygiène, la désinfection entre 2 utilisations. Pour réaliser chaque pastille sonore, un gros travail de récollement d'informations donc a été fait en amont auprès des artistes par un comité éditorial de chargés de projet. La fiche d'œuvre qui a résulté de tout cela a servi donc également à la médiation pour les visites guidées ou sur les réseaux sociaux, mais également à la communication. Message de l'œuvre, techniques et technologies utilisées, lien avec le quai et le festival, anecdotes, quelques explications scientifiques et même parfois des références pop culture. Le tout à synthétiser en moins de 2 minutes pour la qualité d'écoute donc et d'attention, un sacré exercice. Pour l'ambiance, 2 virgules sonores vous invitent dans une atmosphère intime et mystérieuse, un intro et un outro de chaque pastille. Pas de ton robotique ou monocorde, mais le choix d'une proximité avec l'auditeur par un texte simple, enjoué, incarné par la voix de Marina. Véritable couteau suisse, Marina. Un enregistrement en interne au studio du Quai avec notre réalisateur et ingé son, les mêmes que pour cette émission, et quelques heures de post-production plus tard, 12 de nos installations se révèlent à vos oreilles. Je vous propose d'écouter un court extrait pour vous mettre dans l'ambiance entre fiction et réalité. Vous voici devant cet immense tunnel lumineux baptisé 160. Mais pourquoi ce nom énigmatique ? Regardez, c'est tout simple. Il se compose de 20 arches, comprenant chacune 8 segments, ce qui fait en tout 20 x 8 égale 160 segments lumineux. C'est QFD. Merci Mariette. Donc le parcours sonore est à retrouver sur l'app du festival lumieresurlequai.fr. Marie, j'aimerais qu'on revienne sur votre projet Sonia et sur donc cette première semaine de résidence. Moi, il y a quelque chose qui me questionne quand même, c'est comment vous avez été accueillis, comment les chercheurs accueillent une comédienne metteuse en scène dans leur labo. Vous disiez, ils sont entre mecs en train de travailler sur de l'IA. Vous arrivez, c'est un peu ovni, non ? Eh ben pas tellement. Alors, c'est ça la grande surprise où j'étais. D'abord, les chercheurs sont organisés. Donc, il y a eu une réunion où il a été dit qu'on allait arriver avec nos photos. Enfin, personne n'ignore dans le bâtiment notre présence et il leur a été demandé d'être. Parce que tu es avec la comédienne qui travaillera avec toi sur le projet, voilà, c'est ça ? Maya. Maya, oui, ouais. Tout à fait. Donc, il y avait quand même, ils étaient un peu préparés à ce qu'il y ait des êtres un peu étranges qui se faufilent. Et alors, voilà, et moi j'ai été surtout très étonnée parce qu'en fait, ils sont très disponibles et il n'y a pas de préjugés sur les artistes qui seraient, qu'est-ce que c'est que ces gens un peu fantaisistes qui soient là. Et même, mais ça, je pense que c'est parce qu'il y a déjà eu, sans doute, des collaborations, une espèce de conscience pour la plupart du fait qu'on a des méthodes de travail qui sont assez similaires. Et donc, on est dans un partage déjà. Alors après, moi, on s'est fait toute petite. On n'arrêtait pas de dire qu'on voulait pas déranger. Et eux n'ont pas arrêté de dire qu'on allait s'ennuyer profondément, qu'il n'y avait aucun intérêt. Et en fait, on part à 20h, on n'en peut plus. On a des journées. Voilà. Donc, parce qu'évidemment, c'est non spectaculaire, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Le non spectaculaire, et en fait qui est complètement spectaculaire, hein, parce que de voir quand même quelqu'un qui passe des heures devant un langage obscur informatique ou qui fait des explorations avec un robot tout aussi étrange. Donc, en fait, on a été plutôt très bien accueillis, et tous, c'est-à-dire de ceux qui commencent à peine leur thèse jusqu'aux professeurs émérites, dans une grande disponibilité et même alors évidemment, on est là tout le temps, donc ils se sont un peu habitués à nous là maintenant, mais même une envie et un plaisir à parler. Ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà, ils ont beaucoup de choses à dire et sur leur travail, c'est leur passion. Tous sont complètement passionnés et sur les questions que soulèvent les domaines de recherche dans lesquels ils sont.
Et je crois qu'il y a une chose aussi qui m'a frappée, parce que moi je considère, travaillant pour le théâtre public, que j'ai une mission publique aussi, et que ça fait partie de mon travail, que de rencontrer du public, de parler de mon travail, d'ouvrir les portes des répétitions. Et bien il y a la même chose chez eux, donc qui sont dans la recherche publique, fait partie, dans la conscience qu'ils ont de leur travail et de leur recherche, fait entièrement partie intégrante de leur travail, le fait d'ouvrir les portes, de communiquer avec le public, et donc que nous soyons là, c'est normal. Et ça fait partie de leur travail que d'être disponible à nos questions. Et tu disais que vos méthodes étaient assez similaires finalement. Tu penses à quoi? Enfin, tu as des exemples concrets là? Ah ouais, très concret. En fait, alors après, on n'est pas tous dans le théâtre avec les mêmes méthodes, mais moi, j'ai un objet de recherche parce que j'essaye d'être dans la recherche. Enfin, en tout cas, si je suis dans la recherche de formes nouvelles ou de façon adéquate d'exprimer quelque chose. Donc, on a un objet de recherche qu'on éprouve. Là, je suis typiquement avec une hypothèse de recherche qui est, j'aimerais faire un spectacle en plein air avec une volière à drone, avec une chercheuse et un robot. Peut-être que c'est pas la bonne, mais j'éprouve cette hypothèse en voyant si elle est cohérente avec l'objet que sont les chercheurs. Donc j'échange avec eux sur ça. Mais un protocole aussi. Là, on a écrit un questionnaire. J'aimerais revenir en mars parce qu'il y a une deuxième résidence avec un protocole d'expérimentation artistique, vraiment écrire qu'ils entrent créer un univers artistique quelque part dans le labo et dans lequel ils entrent pour créer de la matière. Et puis ensuite, nous on passe au plateau, qui est pour moi la phase d'expérimentation. Tout comme eux, le fait que ça foire, comme on disait tout à l'heure. On réajuste, on avance à tâtonnement, bien sûr. Ça. Et puis pour moi, chaque spectacle est une étape d'une recherche fondamentale à l'infini, qui est la recherche de ce que pourrait être le beau ou quelque chose de beau. Il y a le fait de travailler collectivement, d'avoir sans cesse quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est pas bien ça, faut le refaire ». Cette espèce de métier très bien, hein, qui fait que, pour moi, l'ego doit être bien derrière l'objet de recherche et qu'on est au service du sens. Et ça nourrit la réflexivité aussi. Complètement. Oui. Ouais, ce sont des aventures collectives, ce sont des aventures sans fin, ce sont des aventures pleines d'insomnie et de rêves, et ils en ont aussi. Quand ils partent avec une idée, c'est marrant parce que comme moi, il y en a plein qui ont des cahiers à côté de leur lit pour noter quand dans la nuit il y a une idée qui se résout, ou un problème qui se résout. Ils se heurtent à la matière. Moi, je me heurte tout le temps. Comment on va faire pour que telle chose fonctionne parce que en fait la chaise elle se met pas comme on veut. Et eux c'est tout le temps comme ça. Et puis, ça me faisait penser à ça. Par exemple, hier soir, j'ai senti pour la première fois que nous aussi, on pouvait donner des outils. Enfin, qu'en fait, on s'échange des outils. Et par exemple, il y en a qui me dit, mais est-ce que vous faites, alors ils disent le mot anglais qui est pas nous, des feedbacks. Alors je dis, oui, nous, c'est systématique. Après chaque spectacle, après chaque représentation, on fait ce qu'on appelle, nous, des notes, où on se parle et de comment ça se passe entre nous. Des retours d'expérience, des échanges. Voilà. On appelle ça les notes. Ouais. Et alors, il me dit, mais ce serait trop bien qu'on fasse ça. Enfin, et j'ai senti que potentiellement, on pouvait échanger aussi autour de ça. Vous parlez le même langage. Du coup, vous vous nourrissez mutuellement. Mais moi, ce que tu dis, j'entends vraiment l'admiration, l'émerveillement un peu de découvrir tout ça, et eux qui sont quelque part surpris de ça. Est-ce que ça réenchante un petit peu? Ils voient autrement, finalement, leur travail, à la lumière de ce que tu leur dis, toi, de cette collaboration, quoi. Oui, alors... J'ai essayé, moi, de pas être... comme j'essayais d'être en observation, j'essayais de tenir de disparaître un peu. Mais quand ils me disent trop que c'est ennuyeux, et je leur dis, mais est-ce que tu te rends compte du mot que tu viens d'employer? Est-ce que tu te rends compte du fait que ça fait 30 ans que tu travailles sur un mouvement d'un robot, et que pour moi, ça, c'est très beau d'humilité et de ce que ça dit de l'activité humaine. Voilà, je parlais de Sisyphe tout à l'heure. Alors là, ouais. Mais c'est vrai que... Enfin, voilà, c'est marrant parce qu'ils n'en ont pas du tout conscience. Et effectivement, je me lâcherai au fur et à mesure. Là, pour l'instant, comme je veux surtout que ce soit eux qui parlent, je me dis disparaît, Marie, mais je me lâcherai au fur et à mesure. En tout cas, il me semble, on parle beaucoup des chercheurs du LAS, il me semble qu'ils sont quand même très impliqués dans ce genre d'action de projet. Je pense aussi à Guillaume Sorel, Marina, qui travaille avec Alain Josso. Alain Josso, un plasticien que je vous propose d'écouter. Comment finalement on peut tricher aussi avec les images? Alors là, moi, je joue et j'exagère cette triche en imaginant finalement, peut-être que c'est pas simplement cette installation, peut-être que c'est tout ce que je produis qui serait un énorme scénario de science-fiction où j'imaginerais qu'on pourrait tricher sur tout en jouant avec des maquettes et en faisant croire que tout ça c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est des images et comment je peux les interroger et travailler en tant que plasticien avec elles.
Alors Alain Josso, depuis des années, il travaille sur le traitement médiatique des images de guerre. C'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur et il présente pendant Lumière sur le quai cette année une installation qui s'appelle Breaking News. Marina, est-ce que tu peux nous en parler, puisqu'il a une spécificité, ce nouveau projet, c'est qu'il a collaboré justement avec un chercheur du LAS. Exactement, c'est un numéro spécial LAS en fait. Donc oui, Alain Josso, c'est un artiste qui travaille depuis des années sur cette question de l'image, sur l'image de guerre. Il avait fait des premières installations où il parlait déjà de la fabrication des fausses images et qui, en plein dans l'actualité avec ce qu'on a pu vivre sur le conflit avec l'Ukraine récemment, toutes les histoires de fausses images trafiquées, etc., du début du conflit. Enfin, c'est vrai qu'on les a tous vues, ça nous a tous choqués, ça existe en fait depuis des années. Et c'est vrai que c'est typiquement son propos, le fondement de son boulot. Et en fait, là, il a voulu aller un cran encore plus loin avec l'idée de fabriquer des fausses images bluffantes, parce qu'elles le sont. Lui, c'est simplement une espèce de maquette qui est filmée avec une petite caméra. La maquette tourne et puis on voit qu'on peut fabriquer des fausses images d'un quartier complètement ravagé, avec des voitures retournées, des maisons éventrées, etc. Mais comme celles qu'on voit dans les films, quoi. C'est très simple. Et du coup, lui, il a voulu faire ça et puis le mettre en perspective en fabriquant carrément le faux journal télévisé tout entier. Donc, il a mis en place un espèce de système qui va choper des images dans Google Images de guerre toutes les 3-4 minutes et qui fabrique un faux journal de guerre où il a un mélange entre des vraies images de guerre chopées sur Internet au pif et puis les images qu'il produit lui. Et puis là, il a rajouté le cran encore au-dessus avec Guillaume Sorel notamment, qui est chercheur au LAS ou ingénieur de recherche peut-être, je sais plus, et sur le développement d'un espèce de robot. On revient sur l'animatronique exactement, qui est finalement une espèce de speakerine très lisse qui ressemble à une vraie, mais on voit que c'est une fausse, qui va dire le journal télévisé. Et c'est tout le boulot qu'ils ont fait en résidence au Quai des Savoirs, c'était comment est-ce qu'on fabrique ce visage robotique qui s'anime, et surtout comment est-ce qu'on lui fait dire un journal en lui faisant cligner des yeux, bouger la bouche, et quel est un rapport humain, alors entre guillemets, mais en tout cas selon nos codes à nous. Donc là, finalement, il crée un faux journal télévisé avec une fausse piquerine, avec des fausses images, avec des images fausses produites et puis des faux bandeaux comme BFM, etc. Donc, c'est très intéressant de voir que finalement, ces questions hyper d'actualité, éducation, médias, qui sont souvent portées quand même par des journalistes. Là, on voit, c'est un plasticien qui s'en saisit et finalement, il y a des choses à faire avec les publics. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais du LAS tout à l'heure, tu as dit qu'on faisait une émission sur le LAS. On continue. Est-ce que tu as des exemples d'autres labos éventuellement D'autres labos, oui. Il y a le labo de l'IRIT, qui est un laboratoire en recherche informatique, qui a travaillé aussi avec des compagnies de théâtre et qui avait notamment voulu s'interroger sur l'IA conversationnelle. Avec notamment, ils les ont aidés à développer une IA, un robot qui va être avec eux sur scène et qui discute avec les comédiens, qui est finalement le 4e comédien de la scène. Ça, c'est un labo toulousain aussi qui se bouge énormément. Il y en a énormément de labos qui le font, le CRCA sur le comportement animal. Mais pour compléter la question de Lauriane, est-ce qu'il y a des labos en dehors de Toulouse? Parce que là, on parle de beaucoup de labos toulousains. Oui, avec qui vous travaillez, avec qui Paris-Saclay régulièrement. En plus, Julien Bobrov vient d'avoir la médaille de la médiation du CNRS. Bon, c'est typiquement un scientifique avec lequel on a déjà travaillé. On avait présenté le musée de 1 mètre carré, le plus petit musée du monde. Ah oui. Voilà, donc lui, typiquement, c'est des gens qui sont très, très branchés sur cette idée de sortir des modes de fonctionnement habituels de médiation scientifique et qui justement sont très ouverts et très, très curieux, très demandeurs de rencontres et d'interfaces avec des artistes. Julien Bobrov, il a bossé avec des designers aussi et c'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement inspirantes pour les deux. Moi, j'ai une question sur les financements de ce genre de projet. Marie, comment ça se passe pour vous là sur Sonia, par exemple qui finance Où est-ce qu'on fait les demandes Où est-ce qu'on monte les demandes de subventions Vers qui À qui on s'adresse Alors moi, je suis au tout début du parcours de production, donc je suis encore ignorante assez. Enfin, peut-être Marina saura mieux que moi. Pour l'instant, c'est vraiment le Quai des Savoirs qui finance cette première étape de recherche et la compagnie dont je fais partie. Et alors, il y a eu des appels à projets. Alors, c'était le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, voilà, qui était vraiment typiquement sur ce type de sujet. Et puis, ça va être mon travail maintenant d'aller chercher. Okay. Effectivement, comme le soulevait Marina, et ça, moi, la partie que je connais, c'est plus la partie théâtre, où il y a des théâtres et des lieux de spectacle qui font partie de ce réseau Trace et qui s'intéressent plus spécifiquement à l'art science. Donc, c'est. Voilà. Tu vas aller creuser
de ce côté-là. Voilà. Est-ce que la recherche finance aussi? Oui, il y a Niti aussi. Est-ce que la recherche finance ce genre de projet? Alors, ça dépend. En fait, ça peut être le cas. Je sais que le CNRS, par exemple, avait fait, dans le cadre de leurs 80 ans, ils ont financé clairement des projets, alors soit sur de la diffusion, soit sur du préachat de spectacles, des formes comme ça. Donc là, de manière très, très factuelle, et puis avec des euros sonnants et trébuchants. Des fois, il y a des gros projets aussi. Je pense à Platonium, qui avait été cofinancé dans le cadre c'est un projet qui avait été fait avec l'Institut de la Lumière à Lyon, de mémoire. D'accord. Qui avait été présenté pendant la Fête des Lumières à Lyon, qu'on avait présenté dans un Lumière sur le quai en 2019, de mémoire aussi. Là où c'est vraiment le CNRS qui l'a financé, c'était une commande d'une œuvre où là, il y a vraiment eu un travail entre le labo, l'artiste. Le labo avait du temps détaché pour ça. L'artiste a eu des moyens pour le faire et il y a eu une œuvre qui a été créée. Après, l'artiste avait quand même été chercher d'autres moyens parallèlement. Après, les autres labos, nous, quand on travaille avec eux, c'est plutôt de l'apport sur de l'humain, des moyens, de l'accueil, des gens qui vont venir. Guillaume Sorel, il est venu, c'est entièrement sur son temps de travail du LAS. D'accord. Donc, c'est vraiment de la valorisation de leur travail de recherche, vraiment. Mais la question pourrait se poser quand même, parce que Marie, tu me disais que tu aimerais, dans un idéal, que ton projet soit pas uniquement un projet artistique, mais clairement un projet artistique avec aussi une dimension scientifique forte, enfin recherche scientifique forte. Ah oui, alors moi, c'est mon rêve, évidemment, ce serait qu'on soit à deux, que ce soit un projet à deux têtes, quoi, avec un scientifique et nous. C'est-à-dire que ce soit à la fois le prétexte, c'est pas le bon terme, mais l'occasion, en tout cas, d'inventer un robot qui aurait comme finalité la beauté du geste et le duo avec Maya. Enfin, après, moi, pour l'instant, je rêve. C'est la phase de rêve qui est nécessaire. Et puis, je vais m'atteler à essayer de le rendre réel. L'envie, je pense de la part de ce que je sens des chercheurs, c'est qu'il y en a plein qui aimeraient. Parce que, en plus, comme ils sont sur une recherche et ils le revendiquent, et c'est important parce que ça rejoint les côtés éthiques dont ils ont besoin de parler. Une recherche qui soit fondamentale et qui soit pas orientée vers une destination technique. Donc, je pense que leur dire je voudrais un drone qui soulève un voile de mariée, hier j'en ai posé la question, ils étaient tellement contents de ah oui, alors comment on pourrait faire ça? Je rebondis sur ta phrase pour conclure notre échange et je citerai une phrase d'Eduardo Cac, qui est le père fondateur de l'art biotech et qui, donc un artiste contemporain qui avait dit en 2000 je rêve pour construire un monde meilleur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de transdisciplinarité et de réseau Art Sciences aujourd'hui. Je vous propose d'aller jeter un œil sur ce qui se passe en Occitanie avec le Zoom sur Écosciences de Lauriane. Avant, pour moi, Art et Sciences, c'était un peu comme Roméo et Juliette. Une love story impossible. Et pourtant, on l'a vu tout au long de l'émission avec vous, Marina et Marie. On peut arriver à lier ces deux domaines et créer une symbiose, le tout sans fin tragique. J'ai d'ailleurs repéré un bel exemple en Occitanie avec l'association Passerelle Art Sciences Technologie, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de produire et diffuser des projets hybrides et de créer une passerelle, donc, entre les arts, les sciences, les technologies numériques et la société. L'asso s'engage dans tout un tas de missions, comme le développement de collaboration entre chercheurs et artistes, et elle œuvre aussi à l'émergence d'un pôle de recherche, formation et mise en réseau des initiatives Art Sciences. Parmi les projets portés par Passerelle, je voulais aborder l'installation Qui parle donc ? Installation qui a d'ailleurs été proposée à l'édition 2020 de Lumière sur le quai. Tout à fait. Ouais. En fait, l'expo résulte d'une collaboration entre artistes et scientifiques, et elle questionne sur les capacités d'écoute des plantes. En gros, est-ce que les plantes auraient des oreilles ? Concrètement, le dispositif se découpe en 3 salles. Une salle scientifique, une salle artistique et au centre, une sorte de sas qui fait lien entre les deux et où le public est invité à écouter des sons naturels. Dans la salle scientifique, on a dans une boîte en verre une plante entourée de ventilateurs et à côté de cette boîte, un micro. Il faut souffler dessus, ce qui actionne les ventilateurs et fait donc bouger la plante. Cette expérience scientifique et ludique permet de mesurer la réponse de la plante à divers stimuli. En parallèle, dans la salle artistique, immersion totale dans l'univers du végétal, à tel point que le public prend la place des plantes, les rôles s'inversent et les observateurs deviennent observés. Pour moi, ce qui fait aussi la force de cette installation, c'est sa transdisciplinarité.
Pour construire l'expo, dans l'équipe, il y avait un audio-naturaliste, des spécialistes en biomécanique, des programmeurs, des artistes, bref, des experts avec des domaines pas toujours proches qui ont tous travaillé ensemble sur le projet. À ce propos, je mentionnais aussi tout à l'heure la volonté de Passerelle de mettre en réseau les acteurs du territoire et récemment, l'asso a mené une enquête régionale pour recenser toutes les initiatives Art-Sciences en Occitanie. Et depuis, ça a mené à une enquête de plus grande ampleur au niveau national. Oui, c'est ça. Cette nouvelle enquête est en cours et elle est en effet portée par le réseau Trace. Marina, tu l'as mentionné, Marie aussi. C'est la transversale des réseaux Art-Sciences dont Passerelle est un membre actif. Bon, bref, il y a plein de choses à dire sur Passerelle. Mais si vous avez raté Qui parle donc, allez vous balader dans le web documentaire du même nom sur le site de Passerelle. Et merci Lauriane. Merci. Et pour plus d'infos et notamment pour voir aussi les résultats de l'enquête Occitanie, rendez-vous sur Écosciences Sud. Sans réserve, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Marina Léonard et Marie Vauzel. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quaidessavoirs.fr, rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de nous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissingui. Merci également à nos deux partenaires, Instant Science et Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.